Bonsoir ou rebonsoir. Notre invité à 19h30, Alexis Corbière, député de la France Insoumise. On évoquera les nouveaux chantiers, on évoquera les polémiques aussi, bien sûr. Mais d'abord, le débat du jour autour de la table. Macron, acte 2, rien ne l'arrête, point d'interrogation. Alors pourquoi cette question? Parce que pour l'Élysée, l'acte 1, celui de la réforme du Code du travail, est achevé, malgré les défilés, malgré les oppositions, et que l'acte 2 a commencé dès ce matin. C'est reparti pour un tour, avec exactement la même scénographie, le ballet des syndicats et des consultations, la montée des marches pour évoquer les réformes de la formation et de l'assurance chômage, dans un premier temps directement avec le chef de l'État. Alors Emmanuel Macron a-t-il un boulevard pour appliquer son programme? La suite sera-t-elle plus facile? Ou bien est-il un peu trop optimiste? On en parle et vous allez vous faire votre idée. Et pour en parler autour de la table, j'ai le plaisir d'accueillir Adrien Quatennens, député de la France Insoumise. Bonsoir à vous. Bonsoir. Pierre Persson, député de La République En Marche. Bonsoir. Michel Cotta, journaliste, essayiste, et qui publie ces jours-ci Quelle histoire, la suite de ces carnets secrets. Alors, c'est pas encore l'instant d'Amias, ça ce sera pour un peu plus tard. Pour l'instant, on est sur les carnets secrets 2016-2017 sur cette campagne, évidemment, totalement imprévisible. Et j'accueille également Dominique Seux, directeur délégué de la rédaction des Échos. Bonsoir à vous. Avant de vous entendre, voici pourquoi le chef de l'État et ses proches considèrent que le temps est venu d'enclencher cette deuxième étape. Ils observent la division du front syndical. Ils observent surtout que la rue n'aurait pas fait le plein. Les trois choses à savoir avec Alexandre Guetta et Cathy Destou. Beaucoup promettaient des manifestations monstres. Résultat, en un mois, la rue n'aura finalement jamais déstabilisé le pouvoir. Premier échec, c'est celui de la CGT. Mobiliser le public et le privé contre la loi travail, telle était l'ambition initiale. La loi du travail, ça concerne tout le monde. Sauf qu'avec 223 000 manifestants selon la police, 400 000 selon la CGT, l'objectif n'est pas vraiment atteint. Au cœur du cortège, Philippe Martinez se rassure tant bien que mal. C'est plutôt une très bonne journée pour un début. Je vous rappelle que les salariés ont pris le boulot depuis 15 jours. Deuxième round, 9 jours plus tard. Encore raté. Ce jour-là, le ministère de l'Intérieur compte 132 000 manifestants, soit presque 100 000 de moins que la première manifestation. La CGT, elle, ne communique même pas de chiffres précis. Vous trouvez qu'on n'est pas motivé? Je vous assure qu'on est très motivé. Deuxième acte, un Jean-Luc Mélenchon peu suivi. Il devait être l'opposant numéro 1 à Emmanuel Macron. C'est les insultés qui sont là, hein, les feignants, névrosés, tout ça. Voilà notre réponse. Ce samedi 23 septembre, loin de la déferlante annoncée, ils étaient 30 000 à défiler contre le coup d'État social. 150 000 selon la France Insoumise. Pas vraiment le succès escompté. Et ce même jour à la tribune, Jean-Luc Mélenchon lance 2 appels. Voici le premier. Vous allez aller avec des casseroles samedi prochain et vous allez faire le plus de bruit possible. Une semaine plus tard, le flop est retentissant. Quant au deuxième appel, ce sera pour une action forte et dense, comme par exemple déferler à 1 million sur les Champs-Élysées. Une manifestation qui n'a toujours pas vu le jour. Troisième acte, des fonctionnaires pas si mobilisés. Ce mardi, c'était la journée de rassemblement dans la fonction publique. On a l'impression d'être une charge, hein. On parle toujours de notre salaire, mais on ne parle jamais de ce qu'on apporte au pays. Et pour cette première manifestation unitaire depuis 10 ans, il n'était finalement que 209 000 selon les autorités, 400 000 selon la CGT. Des chiffres corrects, mais loin du raz-de-marée espéré par les syndicats et l'opposition. Prochain test, le 19 octobre prochain. La CGT appelle à une nouvelle manifestation pour peut-être cette fois faire un peu plus de bruit.
Pierre Persson, la messe est dite pour les ordonnances sur la loi travail. Il a gagné face à la rue, Emmanuel Macron? Je pense que c'est une première étape. Notre programme, il est global. On avait cette première étape qui était faire un choc de confiance, redonner de la liberté, des droits aux salariés dans l'entreprise. Aujourd'hui, eh bien, ce qu'on souhaite, c'est protéger les salariés en relançant la formation, parce qu'elle ne fonctionne pas suffisamment bien dans notre pays. Et donc, c'est un tout. Je ne pense pas que ce soit une étape les unes après les autres. Nous, ce qu'on essaye d'expliquer aux Français, c'est qu'on a 5 ans pour réformer le pays, on a 5 ans pour faire une politique structurelle. Et donc, aujourd'hui, eh bien, on est en train d'amener le deuxième pan de réforme. Mais les ordonnances, c'est réglé. C'est réglé politiquement, c'est réglé face aux manifestants. Comme vous le savez, elles repasseront de toute façon à l'Assemblée nationale. Il y aura cette loi de ratification. Donc non, dans les faits, ce n'est pas terminé. Mais je pense qu'il y a un premier processus qui est terminé, celui de la concertation, celui du dialogue, toutes les réunions faites entre l'exécutif et les partenaires sociaux. Et ça nous a amené aujourd'hui à quoi? Bien que le projet est plutôt bien entendu à la fois d'un point de vue des partenaires sociaux, mais aussi d'un point de vue des Français. Vous restez relativement modeste, relativement prudent, mais Adrien Quatennens, on a le sentiment tout de même que la rue a perdu cette première bataille et qu'en enclenchant ce deuxième acte, Emmanuel Macron, il l'officialise. Écoutez, il y a dans le reportage que vous venez de diffuser quelques petits manquements en termes de chiffres. Bon, d'abord, les niveaux de chiffres qui sont annoncés, y compris par les organisations syndicales, sont à peu près les chiffres seuil haut du début de la mobilisation contre la loi El Khomri. Donc quand on sait qu'Emmanuel Macron a quand même tenté, et c'est son habileté, la méthode pas vu pas pris au beau milieu de l'été, c'est-à-dire il pensait que ça allait passer comme une lettre à la poste, moi j'observe quand même que la conscientisation dans le pays a avancé. Donc vous dites c'est pas plié? Clairement ce n'est pas plié, mais ce que je dis aussi, parce que là, ce n'a pas été annoncé, et je porte en faux avec ce qui vient d'être dit. Des sondages ont montré qu'une majorité de Français, 57% je crois, soutiennent les mobilisations, et qu'une large majorité, 65%, à raison d'ailleurs, sont opposés aux ordonnances. Mais ils sont peu descendus dans la rue. Effectivement, pourquoi? Parce qu'on a aussi toute une catégorie de population qui a intériorisé de longue date que ces formes d'action, la manifestation, ce n'était pas pour eux. Et nous, notre rôle, c'est de dire, vous sentez le danger, vous sentez que les recettes qui sont proposées n'amèneront pas les effets escomptés et vont provoquer plus de dureté au quotidien. Il faut créer des convergences. Mais vous avez quand même vu ces dernières semaines, entre les retraités, la fonction publique, Emmanuel Macron a quand même réussi à unifier un front syndical avec 10 syndicats. Ça ne s'était pas vu depuis plus de 10 ans. Mais je vous interromps parce que je veux vous montrer ce qu'en disait l'entourage d'Emmanuel Macron au soir de cette manifestation à Francfort. Cette citation rapportée par le Parisien. Vous avez vu, la mobilisation, c'est hyper faible. Il considère que ça n'a pas marché. Je suis très content qu'Emmanuel Macron se soucie de la réussite de nos mobilisations. Mais encore une fois, moi je considère que la tentative de passer inaperçue a échoué. Alors oui, vous avez raison. Nous avons à créer des convergences. Actuellement, nous rencontrons les syndicats. Nous leur disons qu'il y a besoin de faire converger tous les secteurs qui sont mobilisés. Parce que c'est vrai, Emmanuel Macron, c'est sa méthode, tape tous azimuts. Il y a des réformes dans tous les sens. Il va vite et fort, c'est sa méthode. Et donc, nous devons être en capacité de réagir. Mais en tout cas, à l'heure qu'il est, de plus en plus de Français sentent non seulement le danger pour leur quotidien, mais en plus l'inefficacité de ces méthodes. Emmanuel Macron continue plus durement, ce qui a déjà beaucoup été fait. Et on n'a pas vu que ça crée de l'emploi, par exemple, de flexibiliser sans cesse de plus en plus le marché du travail. On rentrera dans le détail de ces réformes, mais on continue à commenter cet acte 1, si j'ose dire, et de savoir s'il est terminé. Michel Cotta, quand vous écrirez vos carnets secrets 2017-2018 sur cet acte 1, vous direz quoi? Que Macron a gagné contre la rue? Je dirais qu'il a gagné contre la rue, mais je dirais que, à mon avis, on n'a pas assez expliqué, même si c'était dans la campagne électorale, et s'il l'a fait dans la campagne électorale, je trouve que les mois de juin, juillet n'ont pas été utilisés à dire, voilà, j'ai une première étape et puis une deuxième étape qui viendra. Alors, je sais bien que c'était dans le programme, mais c'est vrai que les Français ne l'ont pas ressenti comme ça en septembre. Et que ça n'a pas été aussi simple, donc, n'a pas été aussi simple. Ceci étant, ce qui est passé est passé. On verra bien, effectivement, le vote après coup de ces ordonnances, mais puisque ça repassera au Parlement. Mais enfin, ce qui est passé est passé. Au fond, on a entendu, il n'y a qu'à se rappeler la loi El Khomri. On a entendu des manifestations à tel point qu'il y a des gens qui croient encore en France que la loi El Khomri n'est pas passée. Elle est passée. Elle est passée malgré des manifestations plusieurs jours d'affilée. Pour le moment, et moi je pense qu'il faut s'en réjouir, pour le moment, on est d'un avis différent sans doute, pour le moment, la rue n'impose pas sa loi au Parlement. Dominique Seux, est-ce que vous diriez que du coup, Emmanuel Macron, avec cette loi sur le Code du travail, a peut-être fait le plus difficile
au moins pour cet automne? Il a sans doute fait ce qui, médiatiquement et socialement, fait le plus de bruit et pouvait inquiéter ou interroger ou susciter de l'intérêt chez un certain nombre de Français. Les autres sujets, il y a quand même le budget et l'affaire de l'ISF, dont on parlera sans doute. Mais quand même, nous sommes seulement 6 mois après l'élection présidentielle. Donc l'immense majorité des Français se dit, on lui donne quand même jusqu'au mois de décembre pour voir ce que ça va donner. Et on va voir s'il y a des premiers résultats. C'est un président qui fait à peu près, voire exactement ce qu'il avait annoncé. Pour l'instant, il est difficile de le prendre en défaut. Je fais des choses que je n'avais pas dit pendant la campagne. Donc il est compliqué de lui reprocher. Il a une légitimité. Évidemment, plus on va s'éloigner de l'élection présidentielle, plus la légitimité va s'émousser, plus ce sera compliqué. Mais pour l'instant, et c'est le premier point, pour l'instant, il est quand même dans la ligne de ce qu'il avait annoncé. Et question annexe, Dominique. Est-ce que les manifestations, pour employer un terme un peu trivial, sont passées de mode aujourd'hui dans l'état d'esprit de la société française, ou bien c'est lié à ce contexte particulier qui veut qu'un président fraîchement élu applique son programme? Je pense qu'elles ne sont pas passées de mode. Mais ce qui est frappant dans les lois de travail, c'est que la grande majorité des Français ne se sentent pas directement concernés par les prud'hommes, ne se sentent pas directement concernés par les niveaux de négociation entre la branche. Je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de Français qui savent très concrètement ce que la branche... Vous voulez dire, c'est pas comme une réforme des retraites? Exactement, c'est la grande différence avec une réforme des retraites, voire sur les retraites de la SNCF, des régimes spéciaux, etc. On dit que c'est la deuxième étape. Ce qui est frappant, c'est que, et je pense qu'une partie des Français se disent, ils sont peut-être un peu étourdis par le rythme des réformes qui vient. Peut-être un point d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, mais je ne l'analyse pas de la même manière. Mais il y a eu les réformes travail, le budget, les états généraux de l'alimentation, un discours assez intéressant d'ailleurs sur l'agriculture hier, qui est un peu passé inaperçu. Mais c'est à tort, parce qu'il va un peu aussi dans l'autre sens. Il défend les agriculteurs, donc c'est d'autres choses. Il y a le discours sur l'Europe. Il y a évidemment les consultations d'aujourd'hui. Donc les Français regardent le mouvement et se disent, bon, on va voir ce que ça va donner. Petite remarque quand même, et petit bémol peut-être, est-ce qu'il n'a pas aussi fait des concessions qui sont passées un peu inaperçues? Mais ce qu'il a fait avec les routiers, Emmanuel Macron, c'est-à-dire une profession susceptible de bloquer, il a déminé. Ce qu'il a fait aussi sur le budget, vous en parliez, Dominique Seux, c'est-à-dire on réduit le train de dépenses publiques. On a considérablement réduit ce qu'on voulait faire. Il est moins ambitieux. Donc il a cédé quand même. Non, mais vous avez raison. Là où M. Catenin se croit dans la manifestation, moi je crois dans la négociation, dans le dialogue social. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Jean-Claude Mailly. Jean-Claude Mailly, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'en 3 mois de dialogue social, il y a eu plus d'avancées que dans 1 an de manifestations contre la loi El Khomri. Donc à un moment, il faut aussi regarder les choses en face. La CFE, CGC vont debout contre cette loi. Il y a beaucoup de syndicats qui sont à minima déçus, voire vont debout contre la loi. Encore une fois, à un moment, vous ne pouvez pas considérer qu'aujourd'hui dans notre pays, on ne peut que avancer par le rapport de force dans la rue. Mais alors qu'il y a eu des élections. Que faites-vous des 65% de Français dont les enquêtes d'opinion nous disent, et je considère qu'ils ont raison, sont opposés à cette loi? Vous n'en parlez pas? Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on explique, on fait de la pédagogie, on explique et on échange et on dialogue avec les partenaires sociaux. Là où vous refusez le dialogue parce que vous considérez que de toute façon, c'est le compromis. Moi, je ne considère pas que c'est le compromis. Aujourd'hui, le dialogue, c'est la façon d'arriver à ce que vous disiez tout à l'heure, un accord équilibré avec les branches, avec des secteurs comme celui des routiers, et un accord équilibré qui va dans l'intérêt général de tous les Français. Même le syndicat des cadres, je prends volontairement cet exemple, la CFE-CGC le disait très bien, la méthode Macron, prétendument des concertations. D'ailleurs, on voit bien qu'il n'y a jamais de multilatéral, c'est toujours l'un après l'autre. Divisé pour mieux régner, on connaît. Même la CFE-CGC, à propos des ordonnances, le disait. Nous sommes cordialement reçus, poliment écoutés, absolument pas entendu. Voilà. Mais bien sûr, c'est ce qu'ils ont dit. Écoutez à la sortie de Matignon les différents échanges et notamment les interviews des partenaires sociaux, c'est pas ce qu'ils vous disent, c'est pas ce qu'ils vous disent. Je comprends que ça vous fasse pas plaisir, je comprends qu'aujourd'hui... Vous voulez dire Force ouvrière, la CFDT? Pourquoi il évite une multilatérale? Mais bien entendu, mais je sais pas, moi je rentre pas dans cette logique un peu partisane. Aujourd'hui, l'intérêt... Une multilatérale, je traduis, c'est-à-dire on reçoit tous les syndicats, on fait une grande table ronde.
Oui, mais après, la méthode, vous ne pouvez pas la contester. Vous la contestez lorsqu'il n'y a pas de discours, il n'y a pas de dialogue entre les partenaires sociaux. Ça a été le cas notamment sur la loi El Khomri. Là, je comprends. Mais quand aujourd'hui, on met tout le monde autour d'une table, ou en tout cas qu'on invite tous les partenaires sociaux à échanger sur un sujet pour trouver une réforme équilibrée, je ne comprends pas qu'on puisse s'en opposer. Je voudrais votre avis à chacun de vous deux aussi sur cet autre signe de contestation. Parce qu'on dit la rue n'a pas fait le plein. En revanche, on voit des formes de radicalité quand même à l'œuvre. Et notamment ces images ce matin où la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, réunissait une cinquantaine de grands directeurs de ressources humaines des grandes entreprises. Et puis il y a eu cette action, un commando, entre guillemets, d'une cinquantaine de personnes qui se réclament de la gauche radicale, qui sont venues incendier les voitures devant et qui sont venues intimider. Ça vous inquiète ou Non, je pense que c'est regrettable et je pense que M. Quatennens va condamner lui aussi parce que de toute façon, ça ne sert pas aujourd'hui le dialogue, l'échange. Ça ne permet pas de faire revendiquer des idées dans un climat serein. Donc non, je pense que c'est minoritaire. Non seulement je condamne, mais en plus ça dessert clairement, y compris la cause que nous défendons. C'est-à-dire que moi, je l'ai déjà dit 1000 fois, j'ai assisté à de nombreuses manifestations. Je parle souvent de l'image des dockers que j'ai vu manifester en nombre dans des rues de Paris où c'est tous avec leurs casques et où il y avait eu quelques mouvements de casse à la fin de la manifestation et on ne retient le soir dans les journaux que la casse. Donc clairement, ça exprime une colère, incontestablement, mais je condamne ce type d'acte. Nous appelons, nous, à une convergence et une mobilisation de masse. Oui, Dominique Seux. Vous condamnez, mais reconnaissez que Jean-Luc Mélenchon a un vocabulaire parfois qui n'est pas complètement... qui est fleuri, c'est le minimum. Vous avez déjà vu Jean-Luc Mélenchon appeler à la violence? Non, mais les Jean-Luc Mélenchon est un républicain sont quand même convaincu. des termes qui... Mais c'est de la politique, monsieur Seux. C'est de la politique. Je ne dis pas qu'il appelle à la violence, loin de moi ça. Quoique. Mais supposez, quoique, vous voyez. Oui. C'est vous qui êtes ambigu. Nous ne le sommes pas. Il y a une violence dans le discours qui est assez frappante. Mais acceptez qu'on brise cette logique du consensus mou, cette ambiance un peu climatisée des plateaux télé où il n'y aurait aucune alternative. Voilà, nous disons. Vous êtes là pour défendre une alternative. Mais bien sûr. Mais si vous voulez la violence dans les mots. Il n'y a pas forcément de consensus. Et d'ailleurs, vous savez, la contradiction, elle permet aux Français de se faire une opinion. Si M. Persson et moi passons notre temps à nous compter nos belles intentions sans augmenter le volume, les débats sont assez ennuyants. Nous faisons en sorte que les Français regardent. Et d'ailleurs, non mais vous savez qu'ils sont très nombreux, les Français, à nous dire que les débats parlementaires, qui leur servaient avant parfois de somnifères, on peut le regretter, mais maintenant ils s'y intéressent. C'est presque esthétique alors. Contribuons. Non mais en tout cas ça permet à 17, et face à une majorité qui est pléthorique, il faut bien le reconnaître, on pourrait parler de la 5e République, mais je vois que vous reconnaissez que 7 millions... Je ne sais pas si le volume a augmenté, mais la tonalité générale du débat public a un petit peu changé quand même depuis quelques mois, depuis que vous êtes dans le débat public. On l'a vu sur les réseaux sociaux et on le voit aussi à l'Assemblée. Vous avez raison, on voit que nous sommes méthodiques, que nous ne désertons pas le travail parlementaire, que nous travaillons nos dossiers. Voilà. Michel Cotin. Et puis on passe au deuxième acte. Effectivement, sans tenir compte des sondages, parce qu'on peut se renvoyer tous les sondages, il y a aussi des sondages parmi les Français qui disent qu'ils jugent que c'est trop tôt pour arriver à une conclusion sur l'action d'Emmanuel Macron. Donc on peut poser des sondages les uns aux autres, je crois qu'on trouverait chacun de quoi défendre nos convictions. Mais ce qui est évident, c'est que par la force des choses, Jean-Luc Mélenchon est devenu le seul opposant pour le moment. D'ailleurs, là, pour le coup, on le voit bien aussi par exemple, il est le seul opposant à sa manière effectivement assez tribunicienne. Emmanuel Macron, apparemment, n'en est pas tout à fait mécontent. Ça, la suite des choses le dira, mais c'est vrai que maintenant le débat politique se réduit par l'absence de la droite momentanée peut-être, par la disparition du Parti socialiste, apparaît comme face à face entre vous deux. Alors, ce deuxième acte, on va en voir maintenant le contenu. Voici les indispensables avec Jennifer Knock. Bonsoir Jennifer. Bonsoir David. On reprend les choses au départ. Cet acte 2 va donc commencer parce que pour l'Élysée, l'acte 1, il est bouclé. Et définitivement. Définitivement, hein, oui. Dans le monde merveilleux d'Il était une fois la réforme du Code du travail, eh bien l'histoire se finit bien. En témoigne cette image extrêmement symbolique où on voit Emmanuel Macron avec Muriel Pénicaud et Christophe Castaner signer les ordonnances. C'était le 22 septembre. On peut dire que ça a été un parcours d'obstacles mené tambour battant à un rythme martial puisque le 2 août, le Parlement a autorisé le gouvernement à légiférer par ordonnance. 80 heures de débat parlementaire
plus tard, ce n'est pas beaucoup. Et 300 heures de concertation avec les syndicats. Le 31 août, le gouvernement remet sa copie. Les ordonnances sont même publiées au journal officiel le 23 septembre. Certaines mesures sont donc déjà en vigueur, d'autres le seront à la fin de l'année. Alors il faut quand même préciser que le gouvernement a rencontré sur sa route quelques ennemis, que ce soit la CGT, les fonctionnaires, les retraités, la France Insoumise. 5 manifestations ont été organisées, mais la participation a été modérée. Pour l'Élysée, donc, le chapitre est clos. Alors, l'acte 2, quel en est le contenu? Alors, le gouvernement s'est maintenant donné 6 mois pour ouvrir un nouveau chapitre, mener à bien ces nouveaux chantiers avec une réforme phare, l'assurance chômage. L'objectif, c'est de donner notamment aux travailleurs indépendants qui représentent 12% des travailleurs le droit de bénéficier de ces allocations chômage, mais aussi pour les salariés démissionnaires une fois tous les 5 ans. Le problème, c'est que cette mesure inquiète les syndicats, puisque ça veut dire que des milliers d'allocataires supplémentaires vont pouvoir se partager le gâteau de l'assurance chômage. En conséquence, les parts du gâteau pourraient devenir plus petites. Ils craignent que le gouvernement veuille réduire le montant de ces allocations, ce qui ne leur plaît pas. Autre point de conflit, c'est la gestion du régime d'assurance chômage, puisqu'aujourd'hui les partenaires sociaux sont aux commandes. Or, l'État voudrait endosser un rôle plus important. C'est donc un sujet très sensible. On a beaucoup parlé de l'assurance chômage, mais je voudrais aussi qu'on insiste sur le deuxième pilier de cette réforme, qui est la formation. Et à ce niveau-là, le gouvernement veut vraiment remettre à plat tout le système qu'il juge opaque, inégalitaire et inefficace. Il veut notamment permettre que les 32 milliards d'euros qui sont dépensés chaque année pour la formation soient affectés en priorité aux chômeurs et aux travailleurs peu qualifiés. Et puis le troisième pilier de cette réforme, c'est l'apprentissage. Vous savez, c'est ce système qui permet notamment aux lycéens de passer la moitié de son temps en alternance dans une entreprise. Eh bien, le gouvernement veut rendre ce système plus attractif avec un objectif: 500 000 contrats en alternance. Alors, comment va-t-il s'y prendre, Emmanuel Macron? Quelle sera sa stratégie pour ce deuxième acte? Eh bien, on ne change pas une méthode qui gagne. Emmanuel Macron compte appliquer exactement le même scénario que pour l'acte 1. Et pour cela, il s'agit de diviser le front syndical. Voilà pourquoi il reçoit toujours les leaders syndicaux un par un, jamais tous ensemble. C'est d'ailleurs exactement... Alors, on parlait de ces réunions multilatérales ou bilatérales, c'est le bilatéral. Et voilà, et c'est d'ailleurs exactement ce qui s'est passé ce matin dans son bureau à l'Élysée. Il a reçu notamment Jean-Claude Mailly de Force ouvrière ou Philippe Martinez de la CGT. Cela lui permet d'évaluer les résistances individuelles, de voir comment négocier avec chacun et de fixer des objectifs. Et puis, la suite du programme, ce sera comme pour la réforme du Code du travail. Ce sera au tour d'Édouard Philippe, le Premier ministre, de recevoir les syndicats, puis de Muriel Pénicaud. Le but de l'exécutif est d'arriver avec un projet de loi au printemps et d'adopter les réformes à l'été 2018. Merci Jennifer. Est-ce qu'on peut dire, avec ces deux nouvelles réformes, on rentrera dans le détail tout à l'heure, et notamment de la réforme de la formation, mais globalement, est-ce qu'on peut dire que le gouvernement a mangé un peu son pain noir avec la réforme du Code du travail parce qu'elle était davantage une réforme libérale, orientée vers la souplesse, et qu'il va plutôt jouer le registre de la protection avec la formation, avec l'assurance chômage, parce qu'on étend les droits de la formation, on étend les droits de l'assurance chômage, et parce qu'on va faire plus de formation ou alors mieux cibler. Pierre Persson. Je ne pense pas qu'on change de registre, c'est un tout. Aujourd'hui, on va surtout changer de paradigme. Pendant 20-30 ans, on a financé la demande en emploi, et on s'est retrouvé en fait à quoi aujourd'hui? 9,5% de chômage, 5 millions de personnes qui n'ont pas de diplôme et qui sont en fait dans un chômage de longue durée. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est changer de contre-pied, arrêter de financer le chômage et de financer la formation. Parce qu'on l'a bien vu, et dans toute l'Europe, tous les chiffres le démontrent, c'est le seul moyen aujourd'hui pour permettre à des gens de sortir de la précarité, d'avoir un vrai parcours. Ça, on l'évoquera en détail. Adrien Quatennens, est-ce que vous serez mieux orienté vers ce volet-là de la réforme parce que ça accorde effectivement des droits étendus aux chômeurs, ou que la formation, vous êtes pour, par définition, comme tout le monde? Mais moi, je ne cesse de répéter que si nous sommes une opposition farouche et frontale quand il le faut, nous ne sommes pas une opposition principielle. Quand les choses vont dans le bon sens, on le dira. Bon, là, on attend de voir ce qu'il y en a dans le détail. Après, il y a quand même des points de vigilance.
Par exemple, effectivement, sur la gouvernance de la question des caisses de cotisation. Après, il y a moi une vraie question, et la présentatrice là, qui vient de nous montrer le schéma l'a posé quelque part. C'est que Emmanuel Macron, avec l'assurance chômage, veut respecter une de ses promesses de campagne qui consiste à dire on va ouvrir les indemnités chômage aux personnes démissionnaires. Il avait chiffré ça, si je me souviens bien, au moment de son programme, aux alentours de 3 milliards, et il avait précisé que ça serait à budget constant. Or là, j'ai lu dans les Échos que c'était chiffré autour de 8 à 14 milliards. Et par ailleurs, Emmanuel Macron a annoncé que ça se ferait avec quand même, malgré tout à côté, 10 milliards d'économies. Donc moi, je pose la question, peut-être que vous avez la réponse. Équation en partie. Impossible, c'est ce que vous dites. Le risque derrière, c'est qu'effectivement, on n'est qu'un endroit sur lequel grignoter, qui est la question des indemnités. Or moi, je mets en garde, parce qu'il y a aussi cette petite musique qui dit qu'il y a le chômage volontaire et qu'il faudrait donc baisser les indemnités. En réalité, le chômage dans ce pays a été à son plus faible niveau, à un moment où il était bien plus indemnisé qu'il n'est aujourd'hui. Donc moi, je demande effectivement où est-ce qu'on va trouver... Avant d'entendre votre réponse, Pierre Persson, un mot à l'un et à l'autre. Est-ce que c'est un peu plus facile aujourd'hui de vendre ces réformes que de vendre la loi travail ? Je pense que ces réformes ne vont pas passionner les Français. Et il n'y aura certainement pas, enfin, sous votre contrôle, mais j'imagine pas tellement de manifestations dans les rues à Paris et dans les villes de province sur la formation professionnelle et l'apprentissage. Or, ce sont pourtant des sujets absolument essentiels. Alors l'apprentissage, les 500 000, j'ai un peu d'ancienneté dans le métier, j'ai l'impression que ce chiffre, je l'entends depuis une bonne quinzaine d'années. C'est toujours le même objectif. Les 32 milliards de la formation professionnelle, on en parle depuis à peu près la même durée. Donc, honnêtement, je vais dire les choses crûment, ça ne va pas casser la baraque, ces réformes. Bien. Je ne pense pas qu'on puisse attendre à une révolution, à une transformation de fond en comble. Sur l'assurance chômage, c'est beaucoup plus intéressant. Parce que l'assurance chômage, vous en avez parlé récemment dans une émission, l'assurance chômage, c'est... d'abord, ça peut concerner potentiellement beaucoup de monde. Et l'idée d'étendre aux démissionnaires l'indemnité, c'est un système qui va changer, là, fondamentalement. C'est un système qui n'est plus la couverture d'un risque, mais l'exercice d'un droit. Et donc, est-ce que ça peut entraîner de la mobilité ? C'est tout à fait possible. Voilà. Est-ce que ça concernera essentiellement les plus diplômés et les cadres qui passeront d'un emploi à l'autre en démissionnant, ou est-ce que ça va concerner tout le monde ? Ça, ce sont des vrais sujets de débat. Michel Cotta, ça va mieux passer ces réformes-là ? Non, je pense que quand même, la formation professionnelle, entre nous, depuis des années, c'est un scandale. Tout le monde le sait. D'un gouvernement à l'autre, ça fait 25 ans que ça dure et encore peut-être plus, dans lequel les crédits de la formation professionnelle profitent à beaucoup de gens, sauf à la formation professionnelle. On sait très bien que c'est vrai, souvent les chefs d'entreprise répugnent à laisser quelqu'un partir en formation ou en reformation, et on sait surtout que c'est essentiel pour le chômage. Donc ça, de ce point de vue-là, je pense que ce sera plutôt apprécié d'une façon générale pour les Français. Même chose pour l'apprentissage. L'apprentissage, ça fait des années aussi qu'on dit qu'il faut renverser en France cette antipathie générale pour l'apprentissage. Or, nous savons, nous tous qui sommes à la télévision, que ces contrats d'apprentissage marchent très bien. Et que ça contente tout le monde d'une façon... Bon, alors, donc de ça, ne me paraît pas inutile d'aller dans ce sens. En revanche, effectivement, l'assurance chômage, pour les syndicats, c'est un problème, d'autant que les syndicats s'occupent de ceux qui travaillent, plus que de ceux qui ne travaillent pas. Alors, voilà pour ce premier tour de table. Restez avec nous. Dans un instant, on continue à discuter de ces réformes à venir et on va découvrir un reportage justement édifiant sur ce gâchis de la formation aujourd'hui. Et puis, on accueillera un des interlocuteurs du jour d'Emmanuel Macron, François Asselin, président de la CPME. Il sort à peine de son bureau. Il nous dira dans quelle humeur, dans quel état d'esprit il l'a trouvé. À tout de suite. Macron 2, bonsoir ou rebonsoir. Macron acte 2, rien ne l'arrête, point d'interrogation. Le débat continuait comme d'habitude pendant la pause. On continue d'évoquer ce deuxième train de réforme. A-t-il fait le plus dur ? Emmanuel Macron a-t-il le champ libre ? On en parle avec Adrien Quatennens, avec Pierre Persson, avec Michel Cotta et avec Dominique Seux. Et on accueillera dans un court instant l'homme qui sort tout juste du bureau du chef de l'État, François Asselin. Il est sur une mototaxi. Il nous dira dans quelle disposition il l'a trouvé. D'abord, l'état d'esprit des dirigeants syndicaux qui sont allés rencontrer le chef de l'État tout à l'heure et qui entament ce nouveau round de négociations. Il y en aura beaucoup avec le président, avec le Premier ministre, avec la ministre du Travail, Philippe Martinez notamment. Qu'en dit-il ? Qu'en disent-ils ? On les écoute à la sortie du rendez-vous.
On discute, moi j'ai toujours discuté cash avec lui, on se parle franchement, hein, donc il n'est pas plus fermé ou plus ouvert qu'avant. Mais là, je pense que sur la formation professionnelle, il y aura négociation. J'ai rappelé au président de la République que se voir, c'était bien, discuter, ça sert toujours, mais que nous n'avions pas des têtes d'alibi. Et si c'est une négociation, ça veut dire qu'on a un texte et qu'on discute d'un texte, que nous on va apporter un texte et que notre texte doit être versé à la négociation. Mais si c'est juste pour nous voir 1 heure, 7 fois dans le mois d'octobre ou novembre, et qu'à la fin, le texte, ce soit celui du gouvernement, et qu'on le découvre 2 heures avant vous, nous n'étions pas d'accord. J'espère que cet entretien a servi à ce que ce ne soit pas de la communication, comme ça a semblé l'être pour l'épisode précédent. On n'a pas une tête d'alibi, mais enfin, on sent bien que l'état d'esprit n'est pas vraiment à la protestation pure et dure. Et nous accueillons un autre des interlocuteurs du chef de l'État tout à l'heure, François Asselin, président de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. C'est notre témoin. Bonsoir François Asselin. Bonsoir. Merci de venir nous rendre visite juste après votre rendez-vous avec le président de la République. Comment vous l'avez trouvé, Emmanuel Macron? Plutôt en forme, et sur ce sujet, en tout cas l'apprentissage, la formation professionnelle et l'assurance chômage, plutôt déterminé à aller jusqu'au bout des réformes, en tout cas de ses idées. On évoquait, avant que vous arriviez tout à l'heure, l'idée qu'il pouvait estimer qu'il avait gagné la première manche, celle de la loi travail. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir affaire à un président triomphateur? Absolument pas. Il sent bien que l'évolution, entre guillemets, parce que c'est ce dont il s'agit, de l'évolution de la courbe du chômage qui doit aller dans le bon sens, à savoir dans la diminution. Il sent bien que les enjeux, ça va au-delà des ordonnances et que c'est un tout. Et que l'apprentissage est un enjeu, la formation professionnelle est un enjeu, la façon dont on peut utiliser aussi l'assurance chômage est un autre enjeu. Tout ce qui environne, entre guillemets, l'entreprise, ce qu'on peut appeler le secteur marchand, eh bien, c'est un tout et qu'il ne faut rien négliger. Et là, on rentre dans une autre étape. Et d'après vous, il est décidé, il sait où il va, dans sa tête, ces 3 lois, formation, apprentissage, assurance chômage, sont déjà écrites, ou il est ouvert, il est prêt à bouger? Vous avez les deux. Vous avez les deux, c'est-à-dire que sur le volet, par exemple, l'assurance chômage, c'est clair qu'il a envie de répondre à ses promesses de campagne, tant sur le volet permettre aux indépendants d'accéder au régime d'assurance chômage qu'aux salariés, une fois tous les 5 ans, de pouvoir quitter d'une façon unilatérale son employeur tout en bénéficiant de la couverture chômage. Et puis en même temps, sur d'autres sujets, beaucoup plus à l'écoute, dans le sens où on a besoin de savoir du terrain comment les choses se passent, comment les choses ont évolué au fil des ans, pourquoi on est passé d'une situation où finalement l'apprentissage, il n'y avait pas un grand problème il y a une vingtaine d'années, qu'aujourd'hui, bien plus ça va, dans certains niveaux de formation, ça s'étiole. Voilà, il est de ce point de vue-là plutôt à l'écoute et on sent que c'est plutôt ouvert sur ce sujet-là. Donc pour reprendre les interrogations de Philippe Martinez qu'on entendait il y a un instant, ce ne sont pas des consultations de pure forme? Ah non. Non, écoutez, là, franchement, c'était très technique, un échange plutôt direct, avec une demande d'exemples extrêmement concrets de comment... Il vous demande des exemples quand il parle avec vous? Bien sûr. Et puis, vous savez, moi, je suis chef d'entreprise avant tout. Moi, je pilote une entreprise, une PME de 130 salariés. Je sais ce que c'est que l'apprentissage. C'est l'ADN de mon entreprise. D'ailleurs, si je suis sur votre plateau, c'est que ceux qui dirigent l'entreprise pendant ce temps-là sont sortis de l'alternance. Et c'est le cas de beaucoup et de l'immense majorité des PME. Donc vous dire, racontez-moi les difficultés que vous éprouvez. Oui, et là effectivement, si vous voulez, qu'est-ce qu'on a vu au niveau de l'apprentissage? On a vu d'abord qu'entre l'endroit où sont formés les apprentis et l'entreprise elle-même, eh bien, le fil s'était filoché au fil des ans. Voilà. Et que finalement, là où je fléchais il y a 4 ans la moitié de ma taxe d'apprentissage, aujourd'hui, j'en flèche 24%. C'est-à-dire que sur le montant que je paye, je décide simplement d'un quart de là où je vais investir dans la formation des jeunes qui vont rentrer dans l'entreprise. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'au fil des ans, eh bien, tout cela, on ait perdu l'intérêt entre les acteurs essentiels, à savoir les centres de formation où forment les apprentis, les entreprises et même la jeunesse avec l'éducation nationale. Alors, on rentre un peu dans le détail sur l'une de ces réformes, la formation, qui englobe aussi d'une certaine manière l'apprentissage. Attention, Dominique se le disait, voici l'un des grands gâchis de la République qu'on déplore depuis des années, 32 milliards par an et une impression de gaspillage. Hortense Villatte, Nicolas Bergot.
32 milliards d'euros engloutis chaque année dans la formation professionnelle. Le budget est colossal, mais le résultat, désastreux. Premier constat, aujourd'hui, la formation ne garantit pas l'accès à l'emploi. Il y a quelque temps, nous avions rencontré Alexia. Elle venait de débourser 1 400 € pour une formation d'agent d'escale dans les aéroports. 2 mois à être formée. Pourtant, sur les 30 demandeurs d'emploi en stage en même temps qu'elle, aucun n'a trouvé un emploi dans ce domaine. Aujourd'hui, on propose des formations. C'est qu'il y a un boulot à la clé. C'est pas possible qu'on fasse payer des formations en sachant pertinemment que dans le fond, il y aura aucune retombée. Le centre de formation a failli à son engagement. Tout simplement, c'est un échange de services. On est là pour payer. En échange, le service qu'ils doivent nous rendre, c'est quand même valider notre formation par notre biais, mais nous quand même nous suivre. A contrario, dans des secteurs qui recrutent à coup sûr, certaines formations ne font pas le plein. C'est le cas par exemple pour les métiers de la sécurité. Aujourd'hui, on a beaucoup de demandes d'entreprises partenaires avec des postes non pourvus, très souvent. Tiens, c'est incroyable. C'est tout à fait incroyable même. La formation professionnelle, un système opaque, avec 55 000 organismes de formation, difficile de s'y retrouver. D'autant que ces organismes n'ont pas d'obligation de résultat. Pôle emploi qui finance certaines formations est en charge de les contrôler, mais les vérifications restent rares. Le contrôle de la qualité, ça passe par des contrôles inopinés lors des séances de formation, et ça passe aussi, parce que ça je crois que c'est très important, de pouvoir systématiquement exploiter toutes les réclamations des demandeurs d'emploi. Aujourd'hui, 61% des formés sont des actifs, 24% sont des jeunes, seulement 15% des chômeurs. C'était pourtant le rôle premier de cette offre, mettre en relation les demandeurs d'emploi et les formations porteuses. En débloquant 15 milliards d'euros, le gouvernement espère former 1 million de chômeurs longue durée et 1 million de décrocheurs. Voilà, l'idée c'est d'instaurer des labels pour ces organismes de formation, des labels d'efficacité. L'idée c'est de donner plus d'autonomie à ceux qui vont être formés pour choisir leur futur projet professionnel. L'idée, on l'a entendu aussi, c'est d'essayer de centrer beaucoup plus la formation sur les chômeurs. 15% seulement aujourd'hui. Emmanuel Macron veut davantage. Adrien Quatennens, est-ce que sur une réforme comme celle-là, il peut y avoir consensus? Il y a des points sur lesquels il peut y avoir consensus. Effectivement, on voit bien qu'aujourd'hui, la formation, elle profite non seulement, ça a été dit, essentiellement aux gens qui sont déjà en activité, et parmi ceux qui sont en activité aussi souvent au cadre des entreprises, des grandes entreprises notamment. Donc c'est une vraie question. Après, moi je pense que, et votre reportage l'a dit, la politique de formation ne peut pas être l'alpha et oméga de la question de l'emploi. Aujourd'hui, moi je persiste et signe à dire que le problème de l'emploi en France, c'est un problème de pénurie d'emploi. Il faut bien le voir. On nous parle aussi des emplois non pourvus. Aujourd'hui, la réalité, c'est que c'est un emploi non pourvu pour 300 chômeurs à peu près. Les 350 000 emplois non pourvus. Il y a discussion là-dessus, apparemment. Les 350 000 emplois non pourvus dont on nous parle, ça représente à peu près 1,7% du total des embauches. 98% des offres de Pôle emploi sont pourvues. Donc il y a bien une question qui est la nécessité de relancer l'activité. La formation, c'est bien. La réorienter correctement, c'est bien. Je vais même vous dire, l'apprentissage, si je pense aussi que ce n'est pas l'alpha et l'oméga, moi j'en suis un produit. Puisque mon activité professionnelle, je suis passé par une formation en apprentissage. J'ai passé un BTS en apprentissage. Et j'ai été recruté d'ailleurs à l'issue de mon BTS. Donc je peux témoigner personnellement votre métier. Je travaillais comme téléconseiller au service d'entreprise dans le secteur de l'énergie. Et moi, je peux témoigner du fait que ça a été une réussite. Par contre, je peux témoigner aussi, et vous commenciez à le dire, parce que dans ma promotion, je l'ai vu de mes propres yeux, il y a des CFA académiques qui font un boulot magnifique. Par contre, toutes les entreprises ne jouent pas le jeu. Et c'est un vrai problème. CFA, centre de formation par apprentissage. Moi, je peux dire, par exemple, que l'entreprise dans laquelle j'étais jouait le jeu. Elle s'investissait clairement, y compris dans la scolarité et la formation des jeunes. Par contre, j'ai vu des entreprises aussi, il faut bien le dire, qui profitaient notamment du statut de l'apprenti et des conditions salariales de l'apprenti. Donc il y a les questions du salaire et de la rémunération, et il y a aussi, ça a été dit tout à l'heure par Jean-Claude Mailly, la question du statut des tuteurs dans l'entreprise. Il faut assurer un suivi. L'apprentissage ne peut pas être l'alpha et l'oméga si elle n'est pas réorientée correctement. Dominique Seux. Sur la formation, effectivement, il y a la question des chômeurs qui ne sont pas assez formés, mais plus généralement, l'ensemble des salariés ne savent pas assez qu'ils ont un droit à la formation. Il y a un compte personnel de formation, mais en réalité, chacun ne se sent pas doté de ce capital de formation possible et donc ne se sent pas assez libre de faire les formations qui seraient souhaitables pour changer de compétences, évoluer, progresser, etc. Beaucoup de salariés pensent que c'est l'entreprise qui gère cette affaire-là. Et en fait, un des enjeux, à mon avis, de la réforme, au-delà
on va le dire aimablement, des pertes en ligne du système, soit d'efficacité, soit de fuite. Aimablement, parce que vous pensez que c'est une passoire? Un certain nombre de rapports. Il y a des trous dans la raquette? De l'Inspection générale des affaires sociales ont montré qu'il y avait parfois des fuites vers certains organismes, des organisations et autres. Mais c'est sans doute marginal. Mais l'essentiel, c'est est-ce que chaque salarié se sent doté d'un capital formation. Je crois que ça a d'autant plus d'importance qu'on est bien tous conscients de l'évolution, que l'évolution des métiers est maintenant de plus en plus rapide. Alors c'est vrai qu'il y a quelques années, quand on entrait dans une boîte à 20 ans, quand on en sortait à 60, bon, ni l'industriel, ni le patron ne sentait le besoin de formation professionnelle, ni même le salarié. Bon, maintenant, évidemment, la formation professionnelle devient d'autant plus importante qu'il faut changer de boulot et que souvent, les gens seront obligés d'en changer 2 ou 3 fois dans une vie. Donc si on ne leur assure pas ça, c'est sûr qu'on n'arrivera à rien. On en est quand même à la 5e réforme de la formation professionnelle depuis 15 ans. Hein. Donc il faut regarder ça avec une certaine sérénité. François Asselin, on a invité le dirigeant syndical, mais aussi le dirigeant d'entreprise. 130 salariés, vous le rappeliez. Vous, concrètement, que constatez-vous et qu'attendez-vous précisément? Alors, vous disiez, on veut pouvoir être plus directement à la manœuvre, c'est-à-dire l'entreprise a besoin de dire, voilà quels sont mes besoins, et s'adresser à une université, à une école, pour dire, allez dans cette direction. L'entreprise, je dirais même quelle que soit sa taille, doit avoir une vraie stratégie en termes de formation, dans le sens où, de toute façon, on est tous percutés, quelle que soit la nature de son entreprise, par l'évolution, on va dire, numérique de nos modèles. Moi, il y a 1 an, j'ai investi dans un robot. J'ai une entreprise de menuiserie et de charpente traditionnelle. Je ne pouvais même pas imaginer, il y a ne serait-ce que 3 ans, que ça puisse être possible dans mon activité. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas tellement l'investissement matériel l'enjeu, c'est la formation de mes gars, des menuisiers. Qu'est-ce qu'on a fait? On les a emmenés chez le fabricant de robots. Malheureusement, il n'y en a pas un français dans mon métier. C'était soit italien, soit allemand. On leur a montré ce que ça pouvait faire. Et ils se sont dit, mais si nous, on n'y va pas, c'est un concurrent qui ira à notre place. Et après, lorsqu'on a fait signer le bon de commande, on a fait signer à tout l'atelier en disant, écoutez, c'est un engagement collectif. C'est pas moi le patron qui décide à votre place, on le décide ensemble. Et après, on a fait un appel à projet pour qui voulait être formé. Plus 22 ont demandé à être formés. Alors là, du coup, il a fallu étaler les choses parce qu'on ne peut pas former tout le monde en même temps. Mais l'enjeu est vraiment en termes de formation professionnelle continue. Mais là, vous nous décrivez une opération finalement assez réussie. Oui, assez réussi. Pourquoi? Parce que moi, j'ai accès à l'information d'où je suis. Vous comprenez bien, président de la CPME, on connaît un petit peu les rouages de tout cela. Mais nombre d'entrepreneurs ne savent même plus, entre guillemets, comment ils peuvent investir dans la formation, parce que tout ça est devenu extrêmement complexe et entre eux, on va dire, expertes. Alors, certes, les salariés est une bonne chose, ont droit et on leur doit l'information à leur montant de formation à travers le CPF, dont ils ont droit tous les ans, mais finalement, peu d'employeurs compte personnel de formation, pardonnez-moi, je reprends toujours les sigles. Il faut préciser les choses, parce que la formation, c'est déjà assez complexe comme ça. Mais peu finalement de chefs d'entreprise, de PME et encore plus de TPE savent quels sont leurs leviers pour faire de la formation professionnelle continue. Et quand bien même on venait, entre guillemets, leur expliquer les choses, il faudrait effectivement qu'ils s'impliquent dans Et quand on dit que ça doit aller aux chômeurs en priorité? Oui et non. Oui et non, c'est-à-dire qu'une bonne nouvelle quand même, c'est qu'il y a les moyens. Vous voyez, au départ, il y a quand même 32 milliards dans l'enveloppe. Donc, c'est quand même pas rien. Maintenant, effectivement... Et le gouvernement, et Emmanuel Macron dit qu'il va mettre... Il rajoute 15 milliards. 15 milliards en plus sur 5 ans. Sur ces 15 milliards, ce qu'il faut dire, c'est qu'on s'attaque aussi à 1 million de jeunes, 1 million de décrocheurs qui sont ni étudiants, ni employés, qui sont ni en formation, qui aujourd'hui, sont le ventre mou et qui n'ont pas de perspective. Et ce que nous, on souhaite, c'est de rediriger la formation vers ces populations-là pour leur donner un vrai projet de mobilité sociale. Comment on les dirige vers ces... Je pense qu'il faut ce que disait monsieur, c'est-à-dire plus de lisibilité. Ça passe à la fois par l'apprentissage, mais aussi par les universités. Il faut qu'on puisse flécher mieux. Mais ces jeunes-là dont vous parlez, comment est-ce qu'on les contacte? Comment est-ce qu'on est en liaison avec eux? Quand on parle beaucoup de ce million de personnes qui ne sont ni en formation, ni en stage, ni en travail. Je pense que ça doit intervenir par Pôle emploi ou tous les organismes qui existent actuellement. Mais ce que je souhaite dire, c'est que par rapport à ce que vous annonciez, c'est vrai que la formation, ça fait 20 ans qu'on en parle. Ça fait 20 ans qu'on dit qu'il y a un problème. Ça fait 20 ans qu'on dit que de toute façon, ça s'adresse à des publics qui sont soit déjà actifs et qui en ont moins besoin. Aujourd'hui, nous, on change de contre-pied, de paradigme. On va s'adresser par exemple aux jeunes dans les cités et non pas créer des zones franches, mais les sortir de ces zones-là en créant
créant par exemple les emplois francs, parce que les emplois francs, ça permettra à des entreprises comme les vôtres de financer le risque d'employer des jeunes qui aujourd'hui ne sont pas dans... Mais les zones franches, pardon, ça existe depuis des années. Non, c'est bien ça le contraire. C'est qu'aujourd'hui, les emplois francs, on prend le contre-pied des zones franches. Là où les zones franches, on disait, venez les entreprises dans ces zones, vous allez profiter de défiscalisation qui va vous permettre d'augmenter votre activité. Là, on va se dire, si vous venez jeune de cette localité, on vous sort de cette zone en vous employant par une entreprise qui prend, et l'État prend en charge le risque de cette... C'est-à-dire que les jeunes qui seront embauchés dans ces entreprises, les charges sociales seront beaucoup moins chères pour ces entreprises. On donnera une prime. Le mécanisme n'est pas encore conçu, mais ce sera 5 000 € pour un CDD, 15 000 € pour un CDI, sur 3 ans et 2 ans pour le CDD, pour que le but, c'est que l'employeur ait moins de réticence à embaucher aujourd'hui ces jeunes qui sont hors de tout cadrage, et leur donner vraiment un projet de mobilité sociale. Sur ces deux sujets, formation professionnelle et apprentissage, le principal obstacle, ce ne sera pas forcément les partenaires sociaux, mais ce seront aussi... c'est le système institutionnel. C'est-à-dire ? Dans l'apprentissage, l'opposition entre le milieu de l'éducation nationale et le milieu des entreprises, entre les lycées professionnels et les CFA. On en parlait. Est-ce que vous voulez dire que les lycées ou que l'éducation nationale se dit ce ne sont pas les entreprises qui doivent nous dire les chapitres de formation de ces jeunes ? Il y a certaines réticences et il y a certaines interprétations divergentes sur ce qu'est le rôle de l'éducation nationale. Le rôle de l'éducation nationale est de préparer à un emploi, à un métier, voir en fonction des emplois existants, donc adéquation entre la formation et le marché de l'emploi, ou est-ce que c'est pas que de donner la préparation à l'école de la vie, enfin à la vie en général. Parce que, pardonnez-moi, mais on entend souvent qu'un des atouts de la France, c'est que le niveau moyen d'éducation est assez haut parce que l'école, en tout cas le secondaire, marche bien et qu'on a en moyenne des gens relativement bien formés d'une façon générale. Nous avons un niveau d'éducation conceptuel supérieur à beaucoup de pays. Nous avons un niveau d'éducation concret manifestement inférieur à beaucoup de pays. Adrien Quatennens. Moi, je considère encore une fois qu'on peut faire durer le débat sur la formation. Il y a des points très intéressants, mais encore une fois, moi, je pense que c'est la question de l'emploi au sens large qu'il faut poser. Parce qu'on a beau avoir des formations qualifiantes, on a en bout de course quand même un problème de création d'emplois, de nécessaire relance de l'activité. Et moi, je juge que de ce point de vue, il y a du volontarisme en termes de formation, mais clairement, la politique que mène Emmanuel Macron ne va pas ramener l'emploi. C'est le remplacement du chômage par une forme de précarité, parce que d'un côté, il facilite les licenciements. La formation, les contrats aidés, quelque part, il vient de créer 150 000 chômeurs de plus. Bon, voilà, je considère qu'il y a encore une fois... Comme sur un tas de sujets, on parlait tout à l'heure pendant la pause d'écologie, sur un tas de sujets, il y a je fais quelque chose d'une main et je fais son contraire de l'autre. Peut-être est-ce qu'on demande, s'il vous plaît, l'avis au chef d'entreprise. François Asselin, votre premier problème aujourd'hui, trouver des gens bien formés ou vos carnets de commandes ? Écoutez, ce qui déclenche l'emploi, évidemment, c'est l'activité. L'activité revient dans le pays. Et moi, quand je fais un déplacement par semaine, j'étais à Vannes la semaine dernière, la semaine d'avant, j'étais dans la Creuse. Et à chaque fois, je peux vous dire que j'ai des chefs d'entreprise qui me disent « François, on a des problèmes de recrutement ». Alors, je ne les comptabilise pas, je ne sais pas combien que ça fait au total tout cela, mais ce que je constate, et je le constate dans ma propre activité, vous savez, un CV de quelqu'un qualifié dans les métiers que j'emploie, j'en reçois un tous les 3 ans. C'est-à-dire que ces gens-là, on va dire entre 20 ans et 45 ans, s'ils ont une qualification professionnelle, ils ont du boulot. C'est un constat. Comme la plupart des chefs d'entreprise qui ont été interrogés, et l'INSEE l'a d'ailleurs bien démontré, la première considération des employeurs en termes d'embauche, c'est pas le contenu du droit du travail, par exemple. Ça, vous en êtes d'accord ? Non, mais attendez. C'est un tout. Le travail, c'est un tout. C'est un tout. C'est pas une autre discussion. Mais non. Mais arrêtez avec cette idée que tout c'est une autre discussion. Le problème, c'est qu'on saucissonne le débat et du coup, on n'a pas une vision globale. Je reprends effectivement ce qui déclenche l'emploi, c'est le niveau d'activité de l'entreprise. Nous sommes d'accord. Et quand vous avez de l'activité, eh bien, il faut que l'environnement soit favorable à la création d'emplois. Quand on parle, la création, c'est l'air. Nous sommes d'accord. Et quand on parle de l'apprentissage, effectivement, il faut jamais oublier un partenaire incontournable qui est l'éducation nationale. Pourquoi ? Parce qu'on vit plus un pays qui est en échec d'orientation plutôt qu'en échec scolaire. D'ailleurs, souvent, le deuxième échec est la conséquence du premier. Un jeune, aujourd'hui, dans notre pays, qui a du potentiel et qui arrive en terminale et qui veut choisir une voie professionnelle, eh ben, je peux vous dire que il aura une énergie à déployer énorme pour convaincre souvent le corps professoral et parfois sa propre famille pour aller dans une filière professionnelle. Pour convaincre ses parents, j'allais vous dire ça, oui, bien sûr. Et M. Michelin, c'est d'accord, on sélectionne aujourd'hui nos jeunes sur l'échec.
l'échec. Il y a un problème de notre formation à la fois dans le secondaire et dans l'universitaire. Il faudra du temps. Il ne faut pas se raconter d'histoire. C'est-à-dire que moi, je suis contre l'annonce de il faut 500 000 X, 500 000 chômeurs, etc. Bref. C'est pipeau. C'est pas pipeau, mais je veux dire qu'il faudra du temps. Cette chose-là se gagnera dans le temps, avec des mesures de bon sens et avec, je dirais, une volonté de stabiliser les choses. Voilà. Michel. Parmi les mesures de bon sens, il y a quand même, je vais peut-être dire une énormité, mais enfin, l'échec de Pôle emploi est évident. C'est un échec relatif, mais c'est un échec. Alors on entend un peu tout et son contraire. Parfois quand on est trop sévère 55 000, quand on entend 55 000 organisations de formation, on se prend la tête à deux mains, parce que 55 000, c'est trop. Il y a quand même une unification à faire, et à la fois, je pense, une diversification, et ça peut aussi se faire dans le cadre des régions, ce qui est en cours. Mais il me semble que la réussite de Pôle emploi n'est pas éclatante. Voilà. Alors, si vous le voulez bien, on va s'interroger aussi sur la marge de manœuvre politique qu'a Emmanuel Macron, parce qu'on entend beaucoup de choses sur sa situation en ce moment, pas seulement dans les sondages, mais vis-à-vis des personnes qui portent sa parole notamment. Et pour introduire cette séquence, je voudrais simplement vous montrer comment il démine le terrain, en quelque sorte, Emmanuel Macron et ses porte-paroles. C'est-à-dire que systématiquement, quand on parle de... On va s'arrêter un instant sur ce tweet qu'il a fait cet après-midi. Quand on parle de ces sujets-là, on parle de protection. Donc comme si avant c'était la réforme de droite un peu libérale et que maintenant on était sur des réformes de gauche avec les protections, droit au chômage, formation, regardez, là c'est Christophe Castaner, protection. Visiblement il y a un petit élément de langage qui a été donné. Pierre Persson, vous aussi vous dites protection. Je dis protection, mais ça fait déjà 2 ans que je dis protection. C'est que les protections, c'était le contre-pied de la flexibilité que nous prévoyons dans le Code du travail. Donc à un moment il faut aussi regarder ce qui a été proposé et sur ça je pense qu'on est assez cohérent. Donc c'est la jambe gauche, d'Emmanuel Macron. Si vous voulez appuyer le raisonnement sur droite-gauche, dans ce cas-là, c'est la jambe gauche, la jambe gauche. Mais ça veut dire que vous reconnaissez qu'il y a une droite et une gauche, alors? Non, parce que clairement, moi, je suis pour. Voilà, exactement. Moi, je suis pour. Oui, je suis pour l'affaiblissement de ce clivage, parce que parfois, il n'a pas beaucoup de sens. Mais aujourd'hui, c'est une vision d'ensemble. Quand vous dites, vous allez libéraliser le travail en donnant plus de liberté, un choc de confiance pour l'employeur, il faut aussi que pour nos artisans, pour nos entrepreneurs, il y a des protections pour tout ce monde, parce que vous ne pouvez pas considérer que le chômage, c'est un risque qui pèse que simplement sur les salariés. Quand aujourd'hui vous échouez, vous prenez un risque en tant entrepreneur, pardonnez-moi, il faut que vous puissiez avoir les sécurités minimales. Et donc, vous le dites en creux, mais la question est posée. Emmanuel Macron a-t-il d'abord surtout parlé à sa droite jusque-là, et doit-il davantage parler à sa gauche avec ses réformes à venir? On est allé poser la question à certains de vos collègues à l'Assemblée nationale. Ils l'ont dit, Lucas Ajdela, Géraldine Noël. On mène une politique inspirée par une vision pragmatique qui parfois prend des idées qui sont étiquetées plutôt de gauche et parfois prend des idées qui sont étiquetées plutôt de droite. Et c'est ça qu'on essaie de faire. On n'essaye pas de faire de l'équilibre pour de l'équilibre. On essaye d'avoir une vision encore une fois pragmatique, dans le but de régler des problèmes concrets des Français, rapidement. La suppression de l'ISF, c'est quand même un symbole de droite, non? Et la suppression de la taxe d'habitation, c'est un symbole de gauche ou de droite? C'est la suppression d'une mesure injuste qui touche 80% des Français. Il ne manque pas le en même temps de la politique sociale? Mais la politique sociale, quand vous baissez les cotisations salariales et vous allez redonner du pouvoir d'achat à des millions de salariés, lorsque vous supprimez pour 80% d'entre eux la taxe d'habitation, lorsque vous augmentez le minimum vieillesse ou la location adulte handicapé comme ça n'avait jamais été fait. On commence par l'ISF. Vous faites, oui, mais vous savez, quand vous redonnez les moyens d'investir dans l'entreprise, c'est que vous allez permettre à l'entreprise de créer de l'emploi. C'est une politique sociale. Arrêtons d'opposer dans notre pays l'économie et le social. C'est un sujet, Michel Cotta, pour Emmanuel Macron, de savoir parler à sa droite, puis de savoir parler à sa gauche. L'idéal serait de parler simultanément aux deux, parce que c'est vrai que dans cette séquence, dans la première séquence, on a eu quand même l'impression qu'effectivement c'était le pied de droite qui était le plus fort. Maintenant,
manifestement, ça va être, ou ça tente d'être un pas à gauche, moyennant quoi, évidemment, d'abord, il y a quand même, il faut sans doute expliquer aux gens, et plus que lui, il ne peut pas être tout seul à expliquer sa politique. Ça, c'est pas possible. Ça, il y a quand même. Mais vous qui observez la vie politique depuis des années et des années, vous diriez que Emmanuel Macron, on a vu à l'œuvre un président de droite, plutôt de gauche, ou comme dirait Pierre Persson, droite et gauche, avec toutes les limites que ça peut avoir, etc. Moi, je crois qu'il croit lui-même, que son intention lui-même est effectivement de faire ni gauche ni droite, et droite et gauche. Bon, maintenant, on peut effectivement, on voit bien comment le clivage gauche-droite reste quand même dans l'esprit des gens. Et c'est ça le plus difficile. C'est-à-dire, il n'a pas d'un seul coup aboli ce fameux clivage et cette fameuse paralysie qui découlait du clivage. Alors, évidemment, ça va être comme ça, à mon avis, pendant les 5 ans. Et quand on regarde les pendant enquêtes les 5 d'opinion, ans, on va dire, ah là, c'est à droite, ça c'est à gauche, l'impôt sur la fortune. Quand on regarde les enquêtes d'opinion, Dominique Seux, on voit quand même qu'il a perdu du capital, du crédit à gauche et qu'il a gardé, voire amélioré son. Mais pour deux raisons. La première, c'est qu'il a du mal à parler avec un langage de gauche ou à mettre en avant les mesures qui seraient de gauche. La taxe d'habitation, on en a parlé, mais il y a une autre mesure qui est a priori de gauche. Le 1er janvier prochain, puis le 1er octobre, le salaire de 22 millions de personnes va augmenter de 1,2%. Ça n'est pas rien quand même. Là, vous ça, c'est parlez une mesure de pouvoir d'achat. De la baisse des cotisations sociales. Oui, mais tout le monde a parlé de la hausse de la CSG, mais pas de la baisse des cotisations. Il y a 22 millions de personnes qui vont voir leur salaire net augmenter. Et puis l'autre défaut majeur, c'est que les figures que l'on a sous les yeux, ce sont plutôt des figures venant de la droite ou qui ont une façon de s'exprimer. Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin. Les figures de gauche ne sont pas immédiatement les plus visibles. Voilà. Adrien Quatennens, il y a un homme de gauche qu'on ne perçoit pas assez chez Emmanuel Macron. Je devine un peu la réponse moi, que vous allez faire. Je considère aussi que le problème n'est pas une question d'étiquetage, c'est les actes posés qui comptent. Et de ce point de vue, il y a un déséquilibre, c'est très clair. Y compris dans les pays nordiques, on a beaucoup défendu, vous savez, l'idée de flexi-sécurité. Il y avait un vrai volet sécurité très très fort. Là, moi, je considère qu'il y a un déséquilibre, notamment par rapport aux ordonnances. Et après, mais Bruno Le Maire, le défend souvent. Voyez, là, il dit, avec ces nouvelles lois, ce sera le volet sécurité, oui, mais protection. Il y a un déséquilibre. C'est-à-dire que, quand bien même, là, on comprend l'habileté de langage de dire il faut protéger, parce qu'il faut donner le corollaire, mais il y a un déséquilibre entre la dureté de ce qui est fait par les ordonnances et la protection. Mais il y a une cohérence. Bruno Le Maire, par exemple, sur la question budgétaire, défend l'abaissement de la fiscalité sur le capital. Il dit finalement, c'est un peu le théorème de Schmitt, c'est les profits d'aujourd'hui feront les investissements de demain, les emplois d'après-demain. Ce qu'on voit en réalité, c'est que les profits d'aujourd'hui feront les profits de demain. Du capital en Europe qui est la plus importante. Attendez. Par contre, vous ne pouvez pas réfuter le fait que nous augmentons le pouvoir d'achat des plus modestes dans notre pays. La moitié des baisses d'impôts auxquelles Emmanuel Macron procède va profiter aux 10% les plus aisés de ce pays. Avec l'ISF et la flat tax, vous reversez 7 milliards d'euros. Pardon, je traduis. Flat tax, c'est la baisse de la fiscalité sur le capital avec un taux unique à 30%. La fin de la progressivité. Expliquez-nous. Pourquoi c'est factuellement faux? Expliquez-nous les 11 milliards de la taxe d'habitation. Attendez, l'ISF c'est bien 3 milliards et la flat tax c'est 4 milliards. Moi c'est mes chiffres, mais on pourra discuter des chiffres. Moi avec ça, je sais ce qu'on pourrait faire. Écoutez, non mais il y a un pari. Par ailleurs, est-ce qu'on a pu vérifier, monsieur Seux, vous êtes un économiste, vous allez pouvoir nous le dire, est-ce qu'on a pu vérifier que les profits, effectivement, étaient investis? Le problème qu'on a dans ce pays, et ça fait aussi le lien avec la question de l'emploi, c'est qu'aujourd'hui, sur la totalité des profits, vous avez seulement 30% en moyenne qui sont investis. Donc il y a un vrai problème. C'est pas parce qu'on donne plus d'argent à ceux qui ont plus de marge de manœuvre que de fait cet argent est bien orienté. Vous me permettez de poser la question au chef d'entreprise qui est sur le plateau. Oui, bien sûr. Si vous n'aviez pas fait de profit, est-ce que vous auriez investi tout de même dans votre robot? Est-ce que ceci est lié à cela? Voilà. Tout est lié. C'est-à-dire qu'une entreprise ne peut pas vivre sans gagner de l'argent, comme d'ailleurs tout Français. Il faut à un moment ou à un autre pouvoir avoir assez d'argent dans la bourse pour pouvoir investir et pouvoir en. Pardon, la question qui se pose, ça ne vous concerne pas, ça ne concerne pas les PME, mais c'est vrai que les dividendes, par exemple, sont à un niveau très très haut. Nous sommes record d'Europe. Oui, c'est parce qu'elles ces sont derniers mois. extrêmement taxées. Vous avez en France 5000 grandes entreprises. Ce sont nos champions du monde. Elles emploient à elles seules la moitié de l'emploi salarié en France. C'est plus de 8 millions de salariés, c'est considérable. Et puis vous avez 1 640 000 entreprises qui ont au moins un salarié. Ce sont les PME, les TPE. Elles emploient l'autre moitié des salariés en France. Donc 8 millions aussi, c'est considérable. Et c'est là où se situe la marge de manœuvre demain pour créer de l'emploi. Eh bien, il n'y a pas 36 solutions. C'est-à-dire que ce secteur marchand, si on ne l'accompagne pas, si autour de lui on ne met pas un environnement favorable à son développement, eh bien, la France ne gagnera pas la bataille
économique. C'est pas plus compliqué que ça. Donc une fois qu'on sait cela, eh bien, il faut effectivement avoir une politique qui oriente l'effort vers le secteur marchand et faire en sorte, eh bien, que le déséquilibre majeur qu'on a dans notre pays entre, je ne veux pas opposer les deux, mais on a plus de 56% de la richesse produite nationale, le PIB, qui est absorbé par la sphère publique. Nous sommes les champions du monde, hein, les mauvais champions du monde dans ce sens-là. Hein. Eh bien, tant qu'on n'aura pas fait travailler sur ce déséquilibre, eh bien, on ne pourra pas mettre du charbon dans la machine pour développer. Dominique, je remarque peut-être pourquoi les dividendes sont très élevés en France et seraient plus élevés qu'ailleurs, ce que les dernières statistiques ont plutôt montré, internationales. Je pense qu'il y a quand même deux raisons. On peut imaginer que les propriétaires d'entreprises ou les dirigeants d'entreprises en France ne sont pas plus voraces que les Britanniques ou que les Allemands. On peut supposer ça. En tout cas, c'est quand même que pour assurer un revenu net à la fin avec une fiscalité qui peut monter à 60% sur les dividendes, il faut distribuer plus. Et puis pourquoi est-ce que le capital des entreprises françaises, des grands groupes du CAC 40, est en grande partie appartenant à des non-résidents? Parce que l'actionnariat en France n'est pas du tout encouragé. Et donc, le résultat, c'est que des actionnaires non-résidents sont plus exigeants, gourmands que des actionnaires nationaux. Pierre Persson, je peux vous montrer la tribune publiée par un ami, un soutien de la première heure d'Emmanuel Macron, ou en tout cas très tôt, Jean-Pierre Mignard, l'avocat Jean-Pierre Mignard. Regardez la tribune qu'il publie dans Le Monde. La gauche est désemparée, il est nécessaire de parler enfin de politique dans En Marche et d'en parler donc vers la gauche. Mais c'est tout le sujet de votre émission, c'est les protections. Malheureusement, il est vrai que souvent les gens mettent les choses dans des cases. Et donc vous aviez la loi travail, eh bien on la mettait dans la case de droite, et puis l'ISF on le met dans la case de droite, la taxe d'habitation on le met dans la case de gauche, les protections on le met dans la case de gauche. Mais malheureusement, tout n'est pas aussi dichotomique. C'est un tout. Je veux dire, aujourd'hui, on fait partie du vieux monde quand on dit ça, on n'a rien compris. Non, mais la vision que nous proposons aux Français, c'est une vision globale. C'est vrai que ça fait 20 ans qu'on n'en propose pas de vision aux Français. C'est une vision française. Hollande, la relance de l'emploi, c'était les emplois aidés. Donc à un moment, ça faisait déjà 20 ans qu'on en faisait. Donc là, quand on dit aujourd'hui, on soustrait cette politique et puis on en fait une autre qui est plus sur la formation, c'est sûr que c'est difficile à expliquer. Mais je le redis, quand simplement on aborde le budget d'un point de vue de l'ISF, c'est quand même triste. Malheureusement, la suppression de la partie de l'ISF sur les valeurs mobilières, c'est 3 milliards. Qu'est-ce que c'est que la suppression de la taxe d'habitation? C'en est 11. C'est 3 fois plus. À un moment, il faut quand même considérer que la revalorisation du pouvoir d'achat que nous donnons aux plus modestes dans notre pays, ça n'a jamais été fait depuis 20 ans. Donc à un moment... Petit bémol, c'est 3 milliards pour 300 000 personnes et c'est 11 milliards. C'est 11 milliards mais quand pour vous regardez 20 millions de personnes. Un 13e mois pour quelqu'un qui est au SMIC, ça n'a jamais été fait depuis 20 ans. Qu'est-ce que vous nous proposez? Il y a une préférence. Vous nous proposez simplement qu'aujourd'hui, ce soit le secteur économique, ce soit les employeurs qui payent l'augmentation du pouvoir d'achat des salariés. Nous avons des propositions favorables d'ailleurs aux PME, parce que moi je considère que c'est l'impôt. On ne peut pas parler de l'entreprise au sens large, il faut distinguer, moi je le pense, les PME des grands groupes par exemple, y compris en matière fiscale. Donc vous voyez, même la France insoumise a des propositions au niveau des PME. Pourquoi est-ce qu'on redonne aujourd'hui de la démocratie au sein de l'entreprise, au sein des TPE et PME? Vous avez vu les excellents reportages récemment qui montrent ce qu'est la réalité, c'est que, y compris sur la question de dialogue social, moi je ne nie pas qu'il y a des entreprises qui jouent tout à fait le jeu, on le constate. Le problème c'est tout le reste, celles qui ne le font pas. On le voit bien. Dans les ordonnances, par exemple, vous avez supprimé les prises en compte de certains facteurs, les charges lourdes sur la pénibilité. Vous avez vu récemment le reportage sur Lidl, vous avez vu ce que ça produit. Donc, mais là, à un moment donné, de grands groupes. Vous parlez de grands groupes. Justement, mais c'est vous qui passez votre temps. Vous parlez de l'entreprise au sens large. Moi, je vous dis qu'il faut distinguer. Aujourd'hui, remettre du dialogue dans ces entreprises. S'il s'agit d'aider les PME, attendez, vous répondez. Pierre Persson, allez-y. Non, mais je pense que M. Quatennens, il a un prisme, c'est celui des grands groupes. Et moi, je pense aussi que pour un grand groupe, c'est plus facile de licencier aujourd'hui. Un grand groupe, il est à l'international, c'est plus simple pour lui de mettre en place tous les mécanismes aujourd'hui de délocalisation. D'accord. Mais aujourd'hui, l'emploi, il se situe où? Il se situe dans les TPE et les PME. Si aujourd'hui on veut endiguer ce chômage structurel, il faut profiter. Les PME, les TPE, vous savez que les chefs d'entreprise sont seulement 11%, notamment à réclamer le type de réforme comme celle des ordonnances. Ils sont 28% à expliquer que le principal problème vient de l'incertitude économique ou vient de l'activité. Encore une fois, on ne va pas vous mettre d'accord ce soir. C'est pas qui parle à ma place, c'est parfait. Quelques minutes pour les questions des téléspectateurs. Et d'abord, regardez le résultat de notre consultation. Ça n'est pas un sondage, ça n'est qu'une consultation, celle de ceux qui nous suivent et qui répondent aux questions sur les réseaux sociaux. Pensez-vous que Macron est trop à droite? Oui, 45%, non, 55%.
Ça n'est qu'une indication, Michel. Il faudra le dire à Jean-Pierre Mignard. Et ben voilà, le message est passé. Les questions de nos téléspectateurs. Voici la première. N'a-t-on jamais autant parlé de droite et de gauche que depuis l'élection d'Emmanuel Macron, Michel Cotta? Évidemment, c'est le vieux monde contre c'est le vieux monde et le nouveau monde. Alors on a du mal à passer de l'ancien au nouveau, mais non, je trouve que c'est assez faux de dire qu'on n'a jamais. C'est-à-dire qu'avant c'était en quelque sorte une donnée de base de la vie politique, et qu'aujourd'hui. Une donnée paralysante. Je vous rappelle qu'on a quand même vécu des années dans lesquelles n'importe quel amendement venant de la gauche était systématiquement refoulé par la droite et vice versa. Bon, alors ça a été quand même peut-être trop, évidemment, le témoignage d'une paralysie pour que c'est ça qui explique sans doute l'élection d'Emmanuel Macron. Le nouveau monde, ce sera quand la France Insoumise votera un texte proposé par Emmanuel Macron. Oui, mais vous avez vu qu'Adrien Quatennens a dit qu'il n'allait pas forcément avoir un œil entièrement ce qui s'est produit dans cet hémicycle pendant la session extraordinaire, c'est la France Insoumise qui a été à l'origine des alliances les plus larges, même avec la droite sur la question du verrou de Bercy. Moi, je vous le dis, quand ça va dans le bon sens, on encourage. C'est plutôt la République En Marche qui parfois vote contre ses propres amendements quand nous les défendons. Parce qu'on a eu ce cas une fois dans l'hémicycle, Éric Coquerel avait défendu un amendement de la République En Marche qui allait dans le bon sens, et ils ont regardé, ils ont dit c'est la France Insoumise qui a défendu, alors on vote contre. Vous vous souvenez de cet épisode? Si, vérifiez. Non, je pense qu'il faut de la concertation. Les PME, TPE, statut gagnant. Allez, deuxième question. Pourquoi l'assurance chômage devrait-elle financer les vacances des cadres entre deux jobs? N'y a-t-il pas un risque d'aubaine? Alors là, ça fait référence effectivement à l'idée d'ouvrir les droits à ceux qui démissionnent et pas à ceux qui sont licenciés, avec cette idée de notre téléspectateur que ça pourrait encourager, notamment les cadres, à finalement avoir un chômage de confort. Non, je pense qu'il y a aujourd'hui, pardonnez-moi, mais il y a une hypocrisie aujourd'hui qui est celle de la rupture conventionnelle. Souvent, on utilise la rupture conventionnelle pour bénéficier de l'allocation chômage. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'un salarié, quand il se sent plus à sa place dans son entreprise, et puis peut-être que monsieur abondera dans ce sens, mais quand il se sent plus dans sa place d'entreprise, il est moins productif, il est moins émancipé, il se sent moins à l'aise, il faut qu'il ait la possibilité de bénéficier une fois tous les 5 ans, parce qu'il faut bien en effet mettre des différents jalons. Et pas de risque d'aubaine, demande notre téléspectateur? Non, je ne pense pas. En plus, la question, elle est axée sur les cadres. On ne peut pas opposer les cadres et des non-cadres ou des personnes qui gagnent peut-être moins leur vie. Parce que par définition, ils ont un droit au chômage plus élevé. Je crois qu'il y a effectivement un risque, et il faudra, sur cette mesure, sur laquelle on peut émettre quelques réserves quand même, il faudra probablement que le niveau d'indemnisation soit moins élevé que dans le cadre d'une perte d'emploi subie. Alors comment choisir sans usine à gaz? Comment dire, celui-là il a le droit, celui-là il n'a pas le droit, celui-là il a le droit de mois de carence. L'indemnisation est moins élevée. Quand vous êtes cadre et que vous bénéficiez d'un CDI, rares sont les fois où pour vous octroyer des vacances, vous allez vouloir quitter votre emploi. Parce que Bien. Question qui s'adresse peut-être davantage à François Asselin. Dans mon entreprise, les apprentis sont synonymes de main-d'œuvre low cost, prise en charge en partie par l'État et non pas considérés comme de futurs employés. Ça existe. Ceux qui ont cette vision-là de l'apprentissage, sont dans une profonde erreur. Ça n'arrive jamais? Mais ça existe aussi. Vous savez, on peut toujours prendre des cas. Moi, j'en étais, je l'ai vu. Ça existe, comme vous pouvez très bien aussi avoir des apprentis qui arrivent dans une entreprise qui ne sont absolument pas motivés pour ça et que le chef d'entreprise ne sait pas quoi en faire, et pourtant le contrat d'apprentissage, il ne peut pas le rompre d'une façon unilatérale. Donc effectivement, c'est une affaire humaine, toujours délicate. Il faut trouver des employeurs motivés et puis des apprentis aussi motivés. Il y a des comportements peu avouables des deux côtés, mais ça reste minoritaire. Oui, voilà, il ne faut pas en faire entre guillemets généralité. Dernière question, la voici. Les défilés dans les rues, les barbecues et la mise à feu de pneus sont-ils dépassés? N'y a-t-il pas qu'en France qu'on voit ça? On retrouve un peu le débat qu'on avait au début de cette émission. N'y a-t-il pas qu'en France qu'on voit ça? Autrement dit, ces manifestations, ces blocages, est-ce que c'est une spécificité française aujourd'hui en Europe, par exemple? En tout cas, on ne les voit pas en Allemagne. Il y a des compromis qui se négocient, mais on voit... Vous allez agacer Dominique Seux, parce qu'à chaque fois... Oui, je sais bien, on dit toujours l'Allemagne. Oui, alors, bon, je retire et maintiens. Non, on ne les voit pas en Allemagne, mais est-ce qu'on les voit ailleurs, en Europe du Sud? Ce qui est sûr, c'est qu'on se demande tous quand même si c'est performant ou contre-performant.
C'est vrai que quand les manifestations sont... Après, il ne reste des manifestations que des bris de vitres. C'est sûr que c'est contre-performant pour l'essentiel des Français, pas pour ceux qui défilent et qui défilent loyalement, si je peux dire. Donc je ne suis pas sûr que dans l'état actuel, les manifestations de rue soient vraiment performante. Le mot de la fin là-dessus, Adrien. Quand vous avez un pouvoir qui soit passe par 49.3 ou par ordonnance et qui donne l'impression que même s'il y a du monde dans la rue... Les plus grandes avancées sociales sont passées par ordonnance. La retraite, même s'il y a mobilisation... bien sûr. Non, mais là, en l'occurrence, c'est les ordonnances pour une régression de mon point de vue. Et je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Mais encore une fois, la question c'est, aujourd'hui, on le voit bien, les enquêtes d'opinion l'ont dit, la majorité des Français soutiennent la mobilisation mais sont opposés. Ils n'y sont pas. Et bien, c'est là le problème. Et c'est là notre travail. Et d'ailleurs, ça me permet de faire le lien avec le mot du début de votre émission, c'est que pour moi, y compris l'acte 1 n'est pas terminé. Nous devons travailler à la convergence pour une mobilisation d'ici à ce que les ordonnances reviennent devant le Parlement. Allez, ce sera le mot de la fin. Merci à vous 5 d'avoir participé à ce débat. Restez avec nous dans un instant. Alexis Corbière, député de la France Insoumise, sera avec nous. Les polémiques, les nouveaux chantiers ouverts, on en a parlé avec vous. On en parlera aussi avec lui. À tout de suite.